t'inquiète pas, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, on continue notre cycle des séminaires mensuels, en quelque sorte. Et aujourd'hui, Jean-Pierre Laurent, qui a réintégré les murs de l'ancien LMCM, laboratoire de minéralogie et cosmophilie du muséum. Il était parmi nous pendant 33 ans. Donc, je pense qu'il sait de quoi il va nous parler aujourd'hui. Il a beaucoup travaillé sur les phases mineures, notamment pour étudier le manteau terrestre et l'évolution de la Terre. Et ensuite, il s'est intéressé aux éléments fortement sidérophiles. Et il a appliqué ça un peu à d'autres planètes quand il est parti à Nantes. Il a notamment aidé au développement des mesures de ces éléments souvent en face, si je ne me trompe pas. Et il revient parmi nous en éméritat, pas non plus, pour continuer à travailler sur tout ça, mais également continuer à développer un œuvre, c'est un peu historique, dont il va nous parler aujourd'hui, en étudiant les lettres, les manuscrits, les rapports, les correspondances qui sont encore dans ces murs et qui retracent un peu l'histoire du laboratoire de minéralogie qui est aujourd'hui fusionné avec l'INPMC. Et je vais lui laisser la parole pour retracer l'histoire de ces murs et de ces bancs sur lesquels vous êtes aujourd'hui. Merci, Jean-Pierre. D'abord, merci de m'avoir invité, doublement d'ailleurs. 2 ans ici en mission et bientôt en éméritat. J'ai encore mis mon adresse actuelle, puisque c'est l'adresse administrative, laquelle je suis encore attaché pendant quelques semaines. Alors d'abord, merci de m'avoir aussi demandé ce séminaire, qui va être un regard en arrière. Ça fait pas de mal des fois de voir ce qui s'est passé dans les lieux où on a travaillé, surtout quand il s'agit d'un établissement aussi prestigieux que le Muséum national et son laboratoire de minéralogie. Alors, je vais me consacrer à une période qui est la période du laboratoire de minéralogie, c'est-à-dire au 61 rue Bourbon, avant que ça s'appelle le bâtiment 52, et du temps où les portes étaient grandes ouvertes, ce qui facilitait largement l'accès. Donc, un petit rappel en arrière. Déjà, dans le temps, avant 1893, pardon, ça marche déjà mal, mais c'est pas grave. Alors, avant 1893, la minéralogie est établie dans la galerie de géologie et minéralogie, donc de l'autre côté de la rue du Fond. La chaire de minéralogie existe depuis le décret de la Convention qui a créé le muséum en 1793. Elle a été occupée par des noms prestigieux dont on a célébré le bicentenaire de la mort, je parle de René Juste-à-Huy. En cette fin du 19e siècle, il y a déjà un laboratoire qui existe dans la galerie. Son directeur titulaire de la chaire, professeur de minéralogie, est Alfred Legrand des Oiseaux, un nom célèbre, c'est lui qui a appelé à fonder la Société Minéralogie de France, qui est devenue Société Française de Minéralogie quelques années après. C'est un cristallographe de renom, et surtout son œuvre au muséum, ça a été de mesurer les propriétés optiques des minéraux. Il en a mesuré plus de 460 espèces, et ça va être le pas décisif pour pouvoir étudier ces minéraux au microscope polarisant et faire les études des roches qui vont suivre. Il a un assistant qui s'appelle Édouard Jantaz, dont l'histoire a peu retenu le nom, et pourtant c'est quelqu'un qui s'est intéressé aux propriétés thermiques des minéraux. Il a chauffé les minéraux, il a examiné leur devenir de chauffage. Il a été très impliqué dans l'organisation du premier congrès géologique international qui s'est tenu à Paris en 1878. Et il a été malheureusement candidat malheureux à la chaire contre Desclozeaux et ensuite contre la. À ces 2 personnes qui sont appointées par le ministère, on ajoute un préparateur qui s'appelle Clovis Grossier. Donc on n'a pas beaucoup de traces, sinon qu'il était payé sur les crédits du laboratoire. Et on a un autre préparateur qui s'appelle Paul Gobert, qui fait fonction de préparateur et qui, en fait, lui, est déjà doctoré de sciences et qui, en fait, a fait le réel travail que ne fait pas visiblement M. Grossier. Et à cela s'ajoute un garçon de laboratoire, c'est-à-dire un factotum, qui s'appelle M. Manlavie. Donc, tout ce petit monde travaille dans la galerie, en particulier dans le sous-marin
pièce qu'on appelle le sous-marin de minéralogie. Assez inconfortable et qui va vite devenir trop exigu. Alors, en 1893, nous avons l'arrivée d'Alfred Lacroix, qui est nommé titulaire de la chaire en remplacement d'Alfred Desclozeaux. Et Alfred Lacroix, donc, que vous voyez ici, on a toujours l'habitude de voir Alfred Lacroix en patriarche avec une grande barbe blanche et tout. Ici, il a 30 ans, il est tout jeune. Et vous le voyez en train d'examiner des roches au microscope polarisant, probablement dans une des pièces du laboratoire, mais je ne sais pas encore laquelle. Alors, il nous a laissé des traces écrites, ce Alfred Lacroix, et beaucoup de traces écrites. En particulier, un registre des élèves qui recense tous les élèves qu'il a eus dans ses cours. Et, au début de ce registre, il nous fait un historique. Il est nommé professeur le 1er avril 1893. Et j'ai fait possession de mon laboratoire. C'est-à-dire que le bâtiment ici a été construit début de la Nous, on est en train d'essayer de fermer les yeux. en fait, la croix carnienne, ça peut donner un genre. Je pense qu'ils nous entendaient. Non, mais on essayait d'améliorer. Je reprends mon discours. Alors, Alfred Lacroix, déjà, quand on s'intéresse à lui, il faut déjà défricher, déchiffrer son écriture. Il nous dit qu'il a été nommé professeur le 1er avril 1893 et qu'il a pris possession de ce laboratoire, c'est-à-dire du bâtiment où vous êtes à l'heure actuelle, et 10 jours plus tard. Il a été nommé directeur des hautes études et son laboratoire a été reconnu par les hautes études. C'est ce qu'on appelait à l'époque les hautes études, l'école pratique des hautes études, une agence de financement et de moyens avant l'heure, qui avait été créée à la fin du Second Empire pour essayer de promouvoir l'enseignement pratique à côté des cours magistraux. Et qui était en fait une agence de financement et reconnue par l'école pratique des hautes études, était déjà un signe d'excellence. Les financements étaient très minimes et quelques personnes pouvaient être appointées directement par le PHU. Et il nous fait ensuite la liste de ses assistants, Edouard Jantaz, mort le 21 mai 1899, auquel va succéder le fameux Paul Gobert, qui faisait fonction de préparateur quelques années avant. Ensuite, il nous fait toute la liste de ses préparateurs, je ne vais pas les décrire tous. Simplement, ce document a été complété ensuite par Jean Orcel, quand celui-ci va arriver à la tête de la chaire, donc une quarantaine d'années plus tard. Alors, le laboratoire de minéralogie, donc, où nous sommes ici, le bâtiment I52 à l'heure actuelle, date de 1892. C'est tout un programme qui a commencé avec la chimie dans les années 1870, qui va se poursuivre sur l'îlot Poliveau-Buffon. Alors, le laboratoire de minéralogie de l'époque ne comporte qu'un étage. Simplement le deuxième étage, le grenier est un grenier de stockage. Il partage le bâtiment avec deux autres laboratoires. L'anthropologie, qui occupe le premier rez-de-chaussée d'un tunnel, et la géologie, qui occupe le premier rez-de-chaussée de l'autre. Donc, un laboratoire beaucoup moins spacieux qu'il l'est maintenant. Alors, j'ai retrouvé un plan de ce laboratoire. C'est le plan de l'étage où nous nous trouvons, daté septembre 1936, mais en fait, c'est le laboratoire d'origine qu'a connu Lacroix, et dans lequel il y a la salle des élèves, où nous sommes à l'heure actuelle. La salle des élèves, élèves veut dire étudiants non docteurs, amateurs non docteurs, et ainsi de suite. C'est une salle de travail à l'époque. Ce n'est pas du tout une salle de conférence. Et elle est équipée de microscopes le long de la paillasse et d'un certain nombre de petits appareils permettant de faire des tests de base sur les minéraux et les roches. Donc, la salle des élèves, il y a 3 laboratoires de chimie qui existent toujours. Donc, 3 laboratoires de chimie qui existent toujours, mais dont la fonction a été modifiée depuis.
Pourquoi 3 laboratoires? Eh bien, il y en a un par fonction. Un pour le professeur, un pour l'assistant et un pour le préparateur. Donc, pas de jaloux. Et ces 3 laboratoires, elles n'ont pas la fonction qu'on connaît actuellement, ce sont des laboratoires où on procède à des petits tests chimiques. Il n'y a pas d'analyse chimique complète faite ici dans les années 1890-1900. Le cabinet du professeur, qui existe toujours, c'est le bureau de Roger. L'entrée existe toujours, elle a été séparée par il y a ici une poiton et la création d'un autre bureau. Il n'y a plus de chaufferie ni de WC ici. Il y a à l'époque, il y a un deuxième escalier qui dessert le laboratoire de géologie de l'autre côté. Il y a les 4 bureaux ici n'ont pas changé. Ce qu'il y a ici, c'est une grande salle qui est destinée à la collection de roches. La grande salle qui est en face de nous et qui est maintenant divisée en 4 bureaux. Donc, des espaces collection, des espaces analyse, des espaces travail, c'est le rôle d'un laboratoire. Alors, pour bien comprendre ce que Alfred Lacroix entend par minéralogie, pour monter un peu avant dans sa carrière, d'abord, Alfred Lacroix est arrivé très tôt au muséum, puisqu'il il est venu voir Alfred Descloiseaux dès les années 1880. Et à partir du moment où il arrive à Paris, c'est pour, en principe, suivre des études de pharmacie, qui va mener jusqu'au bout pour faire plaisir à la pharmacie familiale. Mais en parallèle, il va mener des études de minéralogie, c'est sa passion. Et dès qu'il arrive à Paris en 1883, il vient au muséum s'entraîner avec Descloiseaux sur les préparations, sur les déterminations des minéraux. Donc, il connaît déjà le muséum. Dès qu'il est licencié sciences en 1887, il est recruté comme préparateur au Collège de France. Et il va travailler avec Ferdinand Fouquet, qui est le titulaire de la chaire de géologie, et Auguste Michel Lévy, qui est ingénieur des mines et directeur du service de la carte géologique. Et il va travailler surtout à la pétrographie. En particulier, avec Auguste Michel Lévy, ils vont construire cette échelle chromatique des couleurs des minéraux au microscope polarisant que bon nombre d'entre nous avons utilisé, peut encore utiliser. Et avec Ferdinand Fouquet, il va faire connaissance avec les roches volcaniques. Ferdinand Fouquet, dans les années 1860, à la fin des années 1860, avait été missionné par l'Académie pour étudier la caldeira du Santorin dans les îles Cyclades. Et il avait entrepris avec Auguste Michel Lévy de reproduire toutes les roches éruptives connues de façon expérimentale. C'est les chefs de file de l'école expérimentale française en pétro et les chefs de file d'ailleurs de la pétrologie minéralogique au microscope optique polarisé. Donc ça va l'influencer dans ses choix scientifiques postérieurs. Alors, il va nous énoncer sa conception de la minéralogie. Alors, d'abord, dans sa leçon qu'on appelait la leçon inaugurale, quand il prend fonction et possession de sa chaire, il nous dit, pour le minéralogiste, le minéral est un composé naturel dont il est nécessaire de déterminer avec le plus de précision possible tous les caractères et toutes les propriétés physiques ou chimiques. Ça, c'est la minéralogie, mais c'est en outre une substance ayant sa place, sa raison d'être dans la nature et qui ne doit pas être étudiée exclusivement en dehors des conditions du milieu dans lequel elle s'est formée. Donc, c'est le contexte géologique, le contexte pétrographique. Donc, pour lui, toutes ces choses sont liées. Il va le répéter dans un petit opuscule qui s'appelle La science française, 40 ans après. Il va nous dire la minéralogie proprement dite, qui traite de la description des minéraux et des roches, ainsi que de leur rôle dans la nature. Donc, c'est pour ça que ce laboratoire aura la minéralogie une conception très vaste qui a perduré jusqu'à maintenant. Alors, on dispose d'un premier rapport d'activité. Évidemment, ce n'est pas les encyclopédies actuelles, on en est loin. Certainement un rapport d'activité interne dans lequel, eh bien, pour l'année 1893, il vient d'arriver
au laboratoire. Il nous dit que M. Gobert, le préparateur, a fait fonction de préparateur du laboratoire, a fait d'assez grand nombre d'essais microchimiques et a aidé le professeur dans la détermination minéralogique. Le rôle des préparateurs, c'est d'aider le professeur. Le professeur a terminé la publication d'un mémoire sur les enclaves volcaniques. Vous voyez, quand même, que les roches volcaniques sont au centre de ces préoccupations. Et a particulièrement étudié les fragments nouveaux rapportés par lui d'un récent voyage en Italie. Il a étudié quelques minéraux de la collection, en particulier la phénacite, le voisin. Parmi les savants étrangers qui ont traversé le laboratoire n'y ont travaillé qu'accidentellement, il y a lieu de citer M. Eggleton, professeur à l'école des mines de New York, M. Jugovic, professeur à l'université de Belgrade. Donc, dès l'époque, dès 1893, nous sommes ici dans un centre internationalement reconnu. Alors, si on pouvait, disons, qualifier en quelques mots l'approche d'Alfred Lacroix, qui est une approche de son époque, ce serait de dire recenser, identifier, inventorier, classifier. Même si on n'a pas de modèle, même si on n'a pas d'interprétation, il faut quand même décrire, il faut publier ces descriptions, il faut donner à la communauté nationale et internationale des informations. Alors, je ne vais pas me lancer dans les commentaires de toutes ces œuvres, plus de 650 publications, des dizaines de monographies, des dizaines de portraits de savants. Il faudrait des dizaines de séminaires, comme je le fais actuellement, pour pouvoir les traiter. Simplement, minéralogie de la France et de ses colonies, en œuvre majeure, j'en montrerai une photo tout à l'heure. Pétrographie des roches ignées métamorphiques, alors en France, en Europe, à l'extérieur aux Antilles. Alors, la minéralogie systématique, insiste bien là-dessus, c'est une activité qui va mener, lui, de façon extraordinaire, puisqu'il est auteur de 15 espèces nouvelles, mais c'est une activité qui existait avant lui et qui continuera à exister jusqu'à maintenant, comme fondement de ce laboratoire. Pétrographie des météorites, il a lancé aussi cette discipline ici, et surtout des inventaires coloniaux, minéralogie, pétrographie de Madagascar, on en reparlera tout à l'heure. Alors, à côté de ce que fait Alfred Lacroix, il y a Paul Gobert, qui est un scientifique un peu oublié, mais qui a quand même été un précurseur dans les cristaux liquides et les cristaux organiques. Il mène ce travail de façon indépendante de Lacroix, et c'est ce qui caractérise le laboratoire d'Alfred Lacroix, c'est une très grande liberté dans les thématiques locales. Alors, pour rappeler deux grands moments d'Alfred Lacroix et puis qui a rejailli sur ce laboratoire, bien entendu, et bien d'abord, c'est l'éruption de la montagne Pelée, qui va détruire totalement Saint-Pierre de la Martinique, faisant 21 morts. Donc, le 6 mai 1902, c'est une catastrophe, une des plus grandes catastrophes volcaniques de l'histoire de l'humanité. Et Alfred Lacroix va être envoyé par l'Académie des sciences, un géographe, un de ses étudiants, un certain Giraud, pour étudier en détail les raisons de cette catastrophe. Et il va faire un travail remarquable. Il va d'abord ramener beaucoup d'échantillons, dont vous pouvez toujours les voir dans la pièce 134 en bas, dans la collection proche. Il va ramener des échantillons, il va surtout étudier ce qu'on appelle le phénomène du nu ardent et déterminer les vitesses et les températures atteintes, justement, en regardant un certain nombre d'objets, les comportements, un certain nombre d'objets métalliques, verre et autres, en fonction des températures. Il va déterminer une température de l'ordre de 500-550 degrés. Ici, c'est une photo de l'expédition, et vous voyez une dame, c'est Madame Lacroix. C'est Madame Lacroix, eh bien c'est la fille de Ferdinand Fouquet, Catherine Fouquet, et elle va le suivre pratiquement partout. Lacroix va énormément voyager dans le monde entier. Elle va le suivre à peu près partout et va jouer un peu un rôle de secrétaire particulier. Son action n'a pas laissé de traces écrites réelles, mais il ne faut jamais l'oublier quand on parle d'Alfred Lacroix. Et ici, ben, c'est la fameuse aiguille d'andésite qui a poussé sur la montagne Pelée juste après l'éruption.
d'un plus de 300 mètres d'altitude et qui a été désagrégé ensuite par les roches. Et puis, alors, deuxième grande œuvre majeure, c'est cette fameuse minéralogie de la France et des colonies. 5 volumes, publiés entre 1892 et 1913. Et je profite de cette photo pour vous lire ici, préparé avec le concours du colonel Azéma. Qu'est-ce qu'un colonel vient faire dans la minéralogie de la France? Eh bien, ça, c'est une particularité de ce laboratoire ici, c'est d'accueillir des amateurs. Amateurs déjà d'un certain niveau à l'époque. Le colonel Azéma, c'est quelqu'un qui a travaillé ici à partir de 1900 et qui a été très actif de 1917 à 1930. C'est lui qui a mis en forme la collection de roches d'Alfred Lacroix, plus de 22 000 échantillons. Ça vous donne une idée de la contribution. Donc, des érudits plus que des amateurs. Voilà, bon, quelques photos, la minéralogie de Madagascar en 3 volumes. Et puis, alors, surtout, une autre contribution d'Alfred Lacroix à la science, eh bien, ça a été la classification des roches volcaniques. Et j'en dirai un mot tout à l'heure. Alors, ce laboratoire, c'est aussi un centre de formation internationale. Dès le départ, Alfred Lacroix a des étudiants qui préparent leur thèse ici, mais qui ne la soutiennent pas ici. Le muséum n'est pas habilité à délivrer le doctorat, il ne sera habilité que dans les années 1980. Donc, des étudiants qui préparent leur thèse ici, soit des étudiants français, soit des étudiants étrangers, comme Sylvia Stoyanov, qui est assistant à Sofia, en Bulgarie, donc, et qui dédicace sa thèse à Montpellier-Rumet, M. Lacroix, hommage de l'auteur. Donc, une référence qu'on va retrouver à peu près partout sur toutes les thèses, chaque fois qu'on va lire une dédicace. Donc, un centre de formation internationale, un centre de cours. Tout de suite, dès qu'Alfred Lacroix arrive, 1893, au printemps 1893, il est chargé du cours de minéralogie. Et alors, pour ce cours de minéralogie 1893, j'ai trouvé un document assez étonnant. Je regardais déjà l'orthographe, signé un témoin oculaire. Alors, ce témoignage, il est émouvant et puis aussi il est intéressant parce qu'il nous dit que le cours de minéralogie de l'année 1893 a été terminé le 30 juin. C'est M. Lacroix qui l'a fait. Et son but a été de parler sur les minéraux des roches volcaniques, encore les roches volcaniques, et la formation dans les divers terrains qui, alors je n'ai même pas pu lire. Était présent à son premier cours, M. Gentil. Louis Gentil, c'est un géologue, professeur de pétrographie à l'université à la Sorbonne, qui est décédé en 1900, un spécialiste de la géologie du Maroc. M. Gobert, dont j'ai parlé tout à l'heure. M. Manlavie. Ce témoin oculaire, c'est probablement M. Manlavie. Laboratoire, il n'avait pas eu une instruction certainement très poussée et certainement c'était avant les bienfaits de l'école de Jules Ferry. Donc on parle de la dégradation de l'orthographe, ça n'est qu'un retour aux sources. Bon, plus sérieusement, on a des indications sur les cours donnés ici. Lacroix, dans un petit opuscule, les sciences minéralogiques, géologiques et paléontologiques à Paris en 1919, et qui nous dit qu'en fait, les cours ont lieu dans l'amphithéâtre de la galerie, à partir de Pâques, mercredi et vendredi, à 17h. Donc, c'est de l'autre côté. Par contre, ici, dans ce lieu-là, dans la rondelle, des conférences sur des sujets connexes, choisis avec les auditeurs, ont lieu au 61 rue du Pont, à partir de janvier, le mardi à 9h. Elles sont suivies d'exercices pratiques, donc exercices sur des roches, des minéraux. Le laboratoire de recherche, rattaché à l'école des hautes études, nous sommes en 1919, est exclusivement consacré aux recherches et à la préparation des voyages minéraux, sous-entendu du professeur. Alors, pour accéder au cours, il n'y a pas besoin de droit, il suffit d'avoir une carte comme ça. Alors, Muséum d'histoire naturelle, nous sommes ici avant 1907. En 1907, le muséum va devenir le muséum d'histoire naturelle.
Donc, il suffit d'avoir une carte comme ça et on peut rentrer librement. Simplement, les gens qui veulent venir travailler ici, qui ne sont pas appointés, qui ne sont pas boursiers, qui n'ont pas de ressources, ils peuvent venir aussi, mais ils vont payer à leurs frais toutes les préparations minéralogiques nécessaires à leurs travaux. Il n'y a pas de budget. On va revenir sur le budget ici peu de temps. Alors, en plus, dès les années 1900, il y a des cours pour le grand public, des conférences grand public, donc créées en 1902. Et en 1902, M. Lacroix va donner une conférence qui va s'intituler « Les bordures de trottoir », ce qu'elle nous apprenne sur la biologie des roches. Donc, c'est un titre un petit peu hermétique. L'équipement du laboratoire à l'époque, on va dire qu'il est assez rudimentaire. Des marteaux, ça je passe dessus. Évidemment, les microscopes optiques polarisants. Ici, un modèle Nachet, Nachet grand modèle 1896. Des goniomètres optiques pour étudier les formes cristallines des cristaux. Et un petit matériel pour ce qu'on appelle les essais microchimiques, c'est-à-dire déterminer de façon qualitative les métaux ou des éléments pouvant être présents dans les minéraux, de façon qualitative. Alfred Lacroix va tenter de lancer un peu une approche expérimentale au tout début de son mandat. Ici, nous sommes en 1902. Il va tenter de monter quelques expériences, alors qui sont très rudimentaires, un four, des creusets, on chauffe les roches, on les refroidit, on les fait recuire, on regarde la minéralogie en fonction du facteur du paramètre température. Mais il va rapidement, malheureusement, arrêter à cause de moyens insuffisants. Alors ça, les moyens, je peux vous dire que historiquement, c'est constant. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, toujours les moyens sont insuffisants. Alors, il y a des traces de 2 rapports demandés par le directeur du muséum sur quels sont les moyens nécessaires, les moyens attribués et les moyens nécessaires. Mon cher, alors nous sommes en 1905, mon cher directeur, voici la composition, la comparaison demandée. On va faire une comparaison entre le Muséum d'histoire naturelle, la minéralogie, le British Museum, la minéralogie. Alors, les personnels, professeurs, assistants, préparateurs et garçons de groupe. Très intéressant le document, on a les salaires annuels. Une échelle de 1 à 8, largement plus que maintenant, 2 fois plus. À l'opposé, British Museum, ils sont 4, chez nous c'est 4. Au British Museum, les personnels, il y a 1 conservateur, 3 assistants, 5 préparateurs, 2 garçons, mais que pour 55 000 francs. C'est-à-dire moins payés qu'en France. Mais des aides supplémentaires peuvent être fournies sur demande et gratuitement. Après, ce qui est le plus embêtant, c'est le matériel. Le budget total, alors nous sommes en francs d'avant 1914, des francs très lourds. 4 545 francs pour le budget total. Mais ce budget total, il comprend les achats de minéraux pour la galerie, le petit matériel aussi indifférencié entre galeries ici, 3 770. Et en plus, il faut payer le chauffage, 775 francs, il faut payer l'éclairage, il faut payer le gaz, et le gaz, déjà à l'époque, on en consomme beaucoup pour la chimie. Et donc, du coup, pour les achats, eh bien, il reste pratiquement rien pour acheter du matériel scientifique. Avant 1914, apparemment, Alfred Lacroix n'a réussi qu'à acheter un goniomètre récent et neuf. Et il va refaire la même chose en 1906, redemander les mêmes choses. Alors, c'est un très long rapport de ce coup-là dactylographié, peut-être parce que c'est fatigant de lire son écriture. Mais en tout cas, il va souligner 2 choses. D'abord, il demande un 2e poste de préparateur. Et ensuite, il demande de doubler le budget. Il n'aura ni l'un ni l'autre. Là, il faut étendre un peu le débat et élargir les vues des colonies au secours du muséum. Et c'est effectivement des colonies, entreprises coloniales françaises,
qui va amener à un concours. Pour faire simple, fin du 19e siècle, le muséum est en grande difficulté. Certains parlent de le fermer ou de le transformer en musée. Pourquoi? Parce que sa mission du 19e siècle était largement l'exploration du monde, la vaste exploration du monde, les voyageurs naturalistes, les grands voyages à l'étranger, au bout du monde, dans les grands océans. Eh bien, s'arrête. Et puis, deuxième chose, l'université commence à contester sérieusement tout l'aspect enseignement du muséum. Le muséum enseigne, mais ne délivre pas de diplôme. Et en plus, il se mêle d'enseigner des sciences pratiques comme la chimie, qui, pour les universitaires, leur revient de droit. Donc, il y a une grosse entreprise enfin, on ne peut pas réduire son influence. Et en fait, ce qui va sauver le muséum, ben, c'est les colonies. Tout simplement parce que les colonies vont d'abord fournir des territoires et des zones à prospecter, que ce soit pour la faune, la flore, les richesses minérales. L'entreprise coloniale française, et pour ceux qui n'auraient pas appris ça dans leur cours d'histoire, eh bien, simplement, je remis les deux cartes, qui sont importantes. Bon, les colonies, elles ont été distribuées au Congrès de Berlin en 1885 et les grandes puissances européennes se sont partagées. La France a obtenu le grand tiers nord-ouest, le Maghreb, l'Afrique occidentale et le Congo. Et une autre colonie, alors là, à l'autre bout de la Terre, qu'on va appeler l'Indochine, qui s'appelle le Vietnam actuellement. Et je n'ai pas mentionné les poussières d'îles dans l'océan Pacifique, la Nouvelle-Calédonie et les territoires plus anciens comme la Réunion et les Antilles. Donc, l'exploration coloniale va fournir à la fois des sujets d'études, des échantillons et aussi eh bien, des moyens financiers. Un laboratoire colonial est créé au muséum, il est situé à côté, au 55 rue du Fond. Ce laboratoire colonial, il a pour but en fait de centraliser tous les arrivées d'envoi des colonies, de les redispatcher vis-à-vis des labos correspondants et aussi de les faire étudier, ou les étudier eux-mêmes. Et dans ce laboratoire colonial, on a deux personnes issues du laboratoire de minéralogie, Albert de Romeu, qui va occuper la fonction de chef de travaux, alors c'est à pointer, hein, c'est publié, jusqu'en 1914. Alors, explorer et exploiter, c'est les deux termes qu'on peut employer pour les colonies, et Alfred Lacroix y souscrit d'ailleurs largement. On a raconté ça en particulier pour Madagascar dans deux ouvrages, un au règne minéral et l'autre sous forme d'un livre publié avec IRD, il y a une quinzaine d'années. Et on a en particulier raconté comment eh bien, il y avait tout un réseau d'organisés pour collecter, un réseau impliquant les administrateurs sur place, les géologues coloniaux bien entendu, les prospecteurs et même de simples particuliers, pour ramener des échantillons et les envoyer à Alfred Lacroix à Paris. Je vous ai mis une photo d'époque qui représente une exploitation de mica phlogopique, dont on y a encore des échantillons qui traînent dans certains bureaux, et qui est tout à fait symptomatique de l'époque. Hein. On voit le blanc avec son casque colonial qui les regarde, on voit le contremaître indigène qui est habillé avec casque colonial, et puis on voit tous les ouvriers travaillent sans absolument aucune condition de sécurité à l'exploitation de ces mines. Et alors, ces richesses coloniales, on va en faire état vis-à-vis du public. Hein. Il faut absolument montrer que le muséum, c'est valable pour le laboratoire de minéralogie, s'en occupe. Et bien pour l'année 1917, les conférences en public dans le Grand Amphi, on va parler de l'or et des pierres précieuses. Et on va parler du graphite et des petites industries minérales pour montrer que, eh bien, plus c'est l'époque de la Première Guerre mondiale, la France a des richesses. Alors, qu'est-ce qui coûte cher dans les premières décennies du laboratoire, en particulier quand on étudie les roches, qu'on veut les classifier et qu'on veut en tirer quelque chose, eh bien, c'est les analyses chimiques de roches globales, qu'on appelle globales, c'est-à-dire roches réduites en poudre,
et on détermine une dizaine d'éléments majeurs permettant ensuite de les classifier. Et ceci coûte très cher parce qu'elles ne sont pas faites ici. Elles sont externalisées avant 1917, c'est Félix Pisani qui les fait. Félix Pisani, c'est un minéralogiste chimiste qui a un petit laboratoire et qui travaille pour les scientifiques de la place parisienne et d'ailleurs. Et après 1917, on a François Raoult qui va travailler, lui, intensément, jusqu'en 1943, la date de sa mort, et lui, il est chimiste à l'Hôtel des Monnaies. Donc, tout est externalisé et donné à ces gens-là. Et ceci coûte très cher. Alors, j'ai pu suivre, reconstituer, je dirais, les financements pour environ 2040 analyses, qui représentent en euros actuels 240 000 euros. Alors, c'est un ordre de grandeur, parce qu'il est très difficile de convertir les monnaies à des époques aussi différentes que maintenant et des années. Avant 1920, eh bien, c'est le muséum ou l'école pratique et aux études qui va les financer. Et après, ce sont les colonies. Colonies de Madagascar, Indochine, Algérie, Afrique occidentale française. Ce qui se passe après 1920, c'est que les coûts explosent. On parle d'inflation à l'heure actuelle. À l'époque, l'inflation est monumentale, malheureusement de la Première Guerre mondiale. Et donc, eh bien, la colonie de Madagascar va en financer entre 50 et 100% sur plus de 20 ans. Donc, ces financements sont indispensables. Maintenant, on change un peu de sujet. On a parlé beaucoup de pétrographie, de minéralogie. À partir des années 1910, on a je dirais, une évolution un peu des thématiques avec l'arrivée de la métallurgie. La métallogénie, avant la Première Guerre mondiale, eh bien, les gens ressentent que ça peut être intéressant et que ça peut être aussi important pour le pays. Et on a au Muséum national, au laboratoire de minéralogie, un jeune étudiant qui s'appelle René Troncois, qui va étudier les gîtes d'étain de l'Ouest, en particulier de l'Ouest de la France. Il va faire un véritable travail de métallogénie, c'est-à-dire qu'il va faire des analyses des gangs de ces minerais, la cassiterie, et il va faire des analyses des bulles piégées dans ces des premières analyses chimiques des gaz piégés, donc des vecteurs d'ébénie. Il va trouver H2S et surtout beaucoup d'hydrocarbures. Donc, c'est un travail précurseur. Il va proposer que l'étain est aussi transporté sous forme réduite par H2S et composés organiques. Seulement, le pauvre va pas avoir de chance, il est mobile. Alors, il va occuper quelques mois le poste de chef de travaux au laboratoire colonial à partir de février 1914 et malheureusement, il est mobilisé en août 1914 et il est tué début 1915. Il a son nom sur la plaque qui est apposée sur le bâtiment d'administration. Mais comme son corps ne va pas être retrouvé, eh bien, il va être considéré disparu et officiellement, il sera considéré comme mort qu'en 1900. Donc, certainement quelqu'un qui aurait pu être recruté au laboratoire et qui aurait certainement lancé les recherches. À la place, eh bien, arrive Jean Orcel. Jean Orcel, donc, il arrive préparateur stagiaire en avril 1920. Et Jean Orcel, c'est d'abord un physico-chimiste, avant d'être minéralogiste, mais très rapidement, il va y devenir. Il va d'abord faire une thèse sur les chlorites, c'est-à-dire les silicates hydroxylés. Et en deuxième partie, après sa thèse sur les chlorites, il va sur les conseils d'Alfred Lacan, qui avait remarqué que en Allemagne, aux États-Unis, on commençait à étudier les minerais en microscopie à lumière réfléchie. Les minerais étant opaques, ils ne peuvent pas être étudiés en lumière transmise. Donc, on commençait à étudier ces minerais et ça avait une importance si on voulait traiter ces minerais en termes de granulométrie, déjà aussi en termes de détermination des minéraux, mais en termes de granulométrie, en termes aussi de maille de libération au moment du broyage, enfin, quelque chose qui est devenu capital.
Et donc, Jean Orcel va se lancer, il va proposer à Jean Orcel de lancer ses études des minéraux opaques en lumière réfléchie. Et Jean Orcel va s'en tirer très brillamment, puisque non seulement il va faire une étude qualitative, mais surtout il va monter un dispositif permettant d'estimer les pouvoirs réflecteurs de chacune des phases à l'aide d'une cellule photoélectrique et d'un galvanomètre. Donc des mesures quantitatives beaucoup plus précises que l'œil. Dieu sait si l'œil en lumière réfléchie, c'est pas facile. Une photo des plus anciennes, un autoprobe lumière de sulfure de cuivre qu'il a pris. Alors en 1920, il y a aussi notre événement, et bien c'est la première femme qui fait une thèse dans ce laboratoire. Et sans doute une des toutes premières en France en minéralogie. Peut-être la deuxième, peut-être la première. Je ne pourrais pas vous affirmer. Elle s'appelle Yvonne Brière. On en a parlé au mois de juin-juillet, au moment du bicentenaire d'Alu. Et Yvonne Brière va se lancer sur un sujet qui avait été déjà travaillé par un certain Marcel Brongniart. Mais ce Marcel Brongniart avait abandonné parce qu'il était rentré dans les ordres. Marcel Brongniart qui a travaillé ici, dont on a une trace jusqu'aux années 1900. Et donc arrive Yvonne Brière en pleine Première Guerre mondiale. On peut penser qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes. Et puis surtout, eh bien, elle va voir Lacroix, et ça reste un ami personnel qui va raconter ça. Et Lacroix va lui dire oui, d'accord, mais j'espère que vous n'allez pas devenir bonne sœur. Voilà comment on recrutait. Donc, bon, elle travaille sur les éclogites, donc des roches à grenadistène, on sait maintenant être des roches de haute pression, des roches métamorphiques de haute pression, qui sont liées à la transformation de basalte de gabbro portée par les zones de subduction. À son époque, on ne sait rien de tout ça. Bien entendu, on les prend pour des roches éruptives, des roches magmatiques. Et elle va montrer, elle, justement, elle va suggérer que non, c'est des roches métamorphiques, et c'est probablement des roches produites par la transformation de basalte. Son jury de thèse va être visiblement très dur avec elle, ne va pas accepter. On est en 1920, on est encore dans des jurys et des idées qui ne sont pas encore prêtes à accepter ce qu'on dit. Alors, elle n'aura pas de chance parce qu'elle va rester stagiaire 2 ans, 3 ans. Et quand on était stagiaire au muséum, c'était pour devenir préparateur. Malheureusement, le poste est déjà occupé par Marcel. Et elle va être obligée de s'expatrier. Elle va partir au service géologique de Madagascar, donc encore l'écologie, où elle va rester une quinzaine d'années à monter le laboratoire du minéral du service. Et malheureusement, après, eh bien, il n'y aura plus de poste permanent. Alors, cette photo, tout le monde la connaît. Elle a mis un peu partout. 1931, nous sommes ici à l'apothéose, je dirais, de la direction Lacroix, puisque Lacroix vient d'obtenir la médaille Penrose de la Société géologique américaine. Il est académicien, secrétaire perpétuel de l'Académie, enfin, plus de titres que je pourrais en mettre sur la photo. Cette photo, d'abord, elle est historique parce que c'est la salle des élèves. Vous connaissez les tables. Vous connaissez les bancs, on est toujours aussi mal assis. Le radiateur, vous l'avez changé. La paillasse, toujours là. Des meubles de collection dont certains sont encore là. Au mur, des photos, peintures, qui représentent les figures de polarisation en lumière convergente. C'est moi qui ai réincrusté celle-là sur la photo. Et tous les personnages qui sont là, eh bien, nous montrent déjà un laboratoire très fourni. Seules 3 personnes ont un poste. Alfred Lacroix est au milieu, Paul Gobert est ici, Jean Orcel est ici. C'est démarqué en rouge. Tous les autres sont alors des étudiants. Simone Caillère, elle est en première année de thèse, elle vient d'arriver. Yvonne Brière. Alors, Yvonne Brière, sa présence ici est très importante parce qu'elle permet, je pense, de dater et de savoir la cause exacte de cette photo
En 1931, il est revenu de Madagascar pour disposer, mettre en valeur les produits de la Grande Île, les minerais, les minéraux et autres roches. Et donc, c'est probablement en liaison avec l'exposition coloniale internationale de 1931, qui est un événement qui va quand même être visité par 2 millions de personnes. Et à cette occasion, la Croix a publié un volume spécial, bulletin du Muséum national d'histoire naturelle, consacré aux minéraux et aux roches d'outre-mer, c'est-à-dire des colonies. Alors, quoi dire de plus sur cette photo? Tous les gens qui sont marqués en vert ici sont donc des géologues coloniaux, travaillent aux colonies. En jaune, les étudiants, nous avons plusieurs femmes, Anne-Marie Gubler et Mademoiselle O'Neill. Elle, on sait qu'elle va partir au Cambodge, et après, on n'a plus de traces. Et Mademoiselle O'Neill a travaillé sur des roches de l'Antarctique, probablement ramenées par les missions Charcot. Une dernière personne, Elisabeth Jérémine. Elisabeth Jérémine, alors c'est un destin assez particulier, tel qu'on peut en trouver ici. C'est une assistante de pétrographie à Saint-Pétersbourg, avant la guerre de 14. Elle a fui le régime soviétique en 1920, déguisée en gouvernante. Elle s'est réfugiée en France et très tôt, elle est venue travailler comme bénévole au laboratoire de minéralogie, après avoir été préparatrice bénévole aussi chez Albert Michel Lévy à l'université, à la faculté des sciences de la Sorbonne. Et c'est une figure parce qu'elle va être un soutien sans faille de la Croix pour tout ce qui est des roches. Elle aura son premier poste fixe à 60 ans. Donc, il y a encore... Alors, en même temps que le laboratoire a évolué, a grossi, a grandi, le nombre de collections qui lui sont rattachées a aussi largement augmenté. Alors, la collection de minéralogie, évidemment, elle est historique, elle existe depuis avant 1793, mais on va avoir 4 autres collections qui vont venir se greffer. Une collection lithologique, c'est la collection des roches endogènes actuelles, qui est créée à partir de 1917 par ce fameux colonel Azéma. Une collection GI, pigments métallifères, à partir de 1930, qui est créée par Jean Orcel et beaucoup secondée par Simone Callion. Une collection des élèves. Cette collection des élèves, elle est toujours là, dans les tiroirs qui sont ici. À partir des années 1928-1929, et puis surtout, alors la collection de météorites. La collection de météorites, auparavant, était rattachée à la responsabilité de la chaire de géologie. À côté, rappelez-vous, juste à côté, jusqu'en 1927. Alors, la chaire de géologie jusqu'à 1920 est occupée par Stanislas Meunier, qui, lui, travaille sur les météorites, et même les spécialistes sur lui. Mais en 1920, lui succède Paul Lemoine, et Paul Lemoine, c'est un géologue sédimentaire. C'est lui qui va orienter le laboratoire de géologie vers la géologie sédimentaire, et du coup, donc, le laboratoire de minéralogie va demander à récupérer la gestion de la collection de météorites et aussi avoir un rôle prédominant, je dirais, sur tout ce qui est roche. C'est-à-dire que tout ce qui arrivera à partir de 1925 pour les roches, 1927 pour les météorites, tout ce qui arrivera justement des fameuses colonies, sera géré par le laboratoire de minéralogie. Alors, on parle météorites. En fait, les premiers travaux de Lacroix sur les météorites sont plus anciens que ça, puisque son premier gros travail, c'est celui sur la météorite de Saint-Christophe-la-Chartreuse, une chute tombée au sud de Nantes, c'est pour ça que j'en parle un peu, qui est tombée à Roche-Servière au sud de Nantes. Alors, elle est connue surtout pour les démêlés judiciaires qu'elle a provoqués entre le découvreur et le propriétaire du terrain. Peu importe, cette météorite a été étudiée en détail par Alfred Lacroix. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a toujours eu des relations extrêmement étroites entre le laboratoire de minéralogie et puis le Muséum d'histoire naturelle. La masse principale de cet échantillon est conservée à Nantes. Et pour la petite histoire, tout ce qui manque
Ça a été utilisé par le conservateur de l'époque, qui était Louis Bureau, pour se constituer une petite collection de météorites, en particulier en échangeant avec le Martin Mauroy et Ward de Chicago. Alors, donc, les travaux sur les météorites vont se poursuivre pendant toutes les années Lacroix et Orcel, bien entendu. Et les contributeurs, ce sont les pétrographes du laboratoire. À l'époque, il n'y a pas de distinction de météorites, de roches. Les pétrographes terrestres s'intéressent aussi aux roches extraterrestres, au moins pour les décrire. Donc, les contributeurs, bien évidemment, c'est surtout Alfred Lacroix, mais vous avez aussi Elisabeth Jérémine, Jean Orcel, et puis un petit jeune attaché de recherche d'après-guerre, qui s'appelle André Sampierre. Et les provenances, eh bien, si on regarde les provenances géographiques, eh bien, vous avez évidemment les 3/4 qui viennent des anciens territoires contrôlés par la France. Alors, en 1930, il y a aussi un événement marquant, c'est l'arrivée du premier appareil de diffraction des rayons X. Alors, évidemment, c'est un instrument qui est devenu courant dans les laboratoires de minéralogie, qui, en 1930, ça n'était pas du tout le cas. Alors, j'en parle surtout pour une raison. Alors, d'abord, c'est un tube de Röntgen, métal et porcelaine, d'après Zygmunt et Hadding. Zygmunt, c'est le prix Nobel 1924, sur justement les tubes de la chimie. Une chambre de Weischirer, une chambre de Laue. C'est un extrait de l'inventaire du laboratoire. Mais surtout, ce qui est le plus intéressant, appareil demandé en 1927 et fourni par le service des réparations allemandes fin 1930. Donc, c'est la dette de guerre due par l'Allemagne à la France qui va servir à financer le premier appareil. Vous voyez que les sources de financement à l'époque sont très diverses. Alors, on passe à la deuxième période, et on va passer de plus en plus vite parce que je me rends compte de leur tour, qui s'appelle les années Jean Orcel. Alors, quand Jean Orcel prend la direction du laboratoire en 1937, en remplacement d'Alfred Lacroix, eh bien, le laboratoire va s'agrandir par le départ de l'anthropologie qui s'en va au Palais de Chaillot, le musée de l'Homme, suite à l'exposition universelle de 1937 et la libération du bâtiment. Donc, la minéralogie récupère l'ensemble, sauf la partie géologique. Alors, en 1939, on a un premier annuaire qui paraît, qui nous donne la composition complète du laboratoire. On ne va pas tout commenter, le professeur est Jean Ortel, Alfred Lacroix est resté comme honoraire. Un sous-directeur, Simone Caillère. Simone Caillère est passé d'étudiant, docteur et sciences, sous-directeur. Sous-directeur, c'est équivalent de professeur de seconde classe, sans passer par les classes préparateurs assistants. C'est une des toutes premières femmes à accéder à ce grade du muséum. À 15 jours près, ça aurait été la première. On a un nouvel assistant, Xavier Doucet, donc on n'aura pas beaucoup l'occasion de parler. Et puis voilà, chargé de recherche, Elisabeth Jérémine. Chargé de recherche de la Caisse nationale de la recherche scientifique. C'est un des organismes qui vont fusionner quelques mois après pour donner le CNRS. Donc, je vous avais dit, premier poste fixe, et bien, il reste 60. Après, eh bien, je passe parce qu'il n'y a rien de plus à dire. Simplement, la description d'une travailleur libre, le colonel Vésigné, grand collectionneur de minéraux devant l'Éternel, et qui commence à fréquenter le laboratoire en travailleur libre, c'est-à-dire simplement en payant simplement ses préparations, sinon. Les ressources du laboratoire, eh bien, le laboratoire équipé pour l'examen microscopique de l'objet et la mesure des pouvoirs réflecteurs. Et surtout, alors, deuxième chose très importante, eh bien, il est spécialisé dans l'étude des silicates hydratés, en particulier des argents. Donc, ça, c'est la thématique de Simone Caillère, qu'elle a développée pendant plus de 30 ans ici et qui va conduire d'ailleurs à la création du groupe français d'études des archives et un renom de laboratoire dans ce domaine. Alors, octobre 1939, eh bien, suite aux événements que vous connaissez tous, eh bien, il faut mettre la main à la pâte. Tout le laboratoire va être mobilisé pour déménager les échantillons les plus précieux de la galerie de minéralogie. Elle est beaucoup plus occupée que maintenant.
pour les envoyer dans un château à Bossé-sur-Claise. Et donc, en octobre 1939, ce patrimoine va être mis à la vente. Bon, je passe sur tout ce qui est intermédiaire. Et les grandes dates après, c'est 1944. 1944, Jean Orcel va être approché par quelqu'un qu'il connaît bien, c'est Frédéric Joliot-Curie. Frédéric Joliot-Curie, bon, découvert de la radioactivité avec les graines de sa femme, découvert de la radioactivité artificielle, prix Nobel 1935, va créer le commissariat à l'énergie atomique. Cette photo, c'est une photo qui n'a rien à voir avec la science, je l'ai découvert il y a quelques semaines, c'est le congrès du Front National Universitaire. Rien à voir avec le Front National actuel, c'est un mouvement de résistance de l'obédience communiste qui est destiné essentiellement aux universitaires. Et en fait, Jean Orcel et Frédéric Joliot-Curie militaient dans ce mouvement. Ici, c'est François Mauriac, ça vous donne l'étendue un peu de la chose. Alors, ce commissariat à l'énergie atomique, il va avoir, et l'activité autour des minerais uranifères va avoir des conséquences très importantes ici. On va demander à Jean Orcel, déjà, en 1945, de faire un état des lieux de ce qui existe après l'explosion des bombes atomiques, de ce qui existe comme ressources naturelles en France. Il faut savoir qu'à l'époque, les deux sources principales, c'est la Bohème, qui est en France dans la zone soviétique, et l'ex-Congo belge, le Katanga. Donc, inventaire des ressources qu'il va faire devant le délégué du gouvernement. Et deuxièmement, création d'une école de prospection. Parce qu'il faut vite former des prospecteurs, les géologues professionnels ne sont pas assez nombreux, vite former des prospecteurs ayant au moins le minimum de connaissances requises pour pouvoir prospecter les gîtes d'uranium, les gîtes possibles d'uranium en France. Donc, cette école de prospection, elle va avoir lieu ici, certainement dans ces dates. Dans ce bâtiment. Et donc, elle va durer 5 ans, 45 à 50 et elle va former 120 prospecteurs. Donc, un très bel effort, alors là, d'enseignement pratique et théorique, avec des succès, en particulier des découvertes du gisement d'oxyde d'uranium de la Crouzille, qui va devenir un des gros gisements productifs en France en 1948. Alors, quelqu'un qui va beaucoup s'investir aussi dans cette école, c'est le fameux Xavier Doucet, dont je n'ai ni les dates de naissance, je sais simplement qu'il est décédé avant 1964. Il y a tout un dossier en haut sur lui, et lui va faire tous les cours de prospection géophysique. Avec examen, c'est une formation qui est sanctionnée par un diplôme, examen dont j'ai reproduit ici une des épreuves de géophysique appliquée. Et cette école de prospection, elle va former donc des prospecteurs d'une part, et pour certains, ça va être le début d'une aventure. Nous avons ici connu Daniel Fauquier. Daniel Fauquier a été longtemps maître assistant ici, un certain nombre d'entre nous l'avons connu. Eh bien, il a suivi ses cours au sortir de la guerre, montrant des dispositions extrêmement bien affirmées pour la minéralogie. Il a fini maître assistant et docteur esthéticien. Donc, un ascenseur social en même temps, une formation. Alors, en 1944, c'est la période où on va essayer de faire des grandes réformes en France. Et Jean Orcel va faire un grand rapport faisant des propositions d'amélioration du laboratoire de minéralogie. Et sa conclusion, augmentation du personnel s'impose en premier lieu. Et création du laboratoire d'analyse de roches et de minerais, qui est important. Rappelez-vous, toutes les analyses étaient faites en extérieur, coûtaient très cher. Et donc, il va demander à ce qu'un laboratoire soit créé spécialement ici. Et ce laboratoire, eh bien, il va être créé à partir de 1945 et soutenu par le CNRS. C'est l'ancêtre du SARM. Le service d'analyse de roches et minéraux, qui est maintenant assis depuis 1970. Et ce laboratoire d'analyse, il va occuper les deux grandes pièces de chimie qui sont au rez-de-chaussée. Je vous ai reproduit ici une feuille d'analyse et elles sont toutes signées CNRS, puisque c'est le CNRS qui est le financier de cette affaire.
Alors, c'était les années Orcel, c'est les années de la métallogénie aussi, hein, 1940-1970. Vous avez ici une photo pratiquement de l'ensemble du labo François Crote, en 1950. François Crote, Simone Caillère, Jean Orcel et le fameux André Sandria, dont on a parlé tout à l'heure. Et on étudie les gisements de fer, lorrain, fer de l'Ouest, et vous avez encore les microscopes qui servaient, le Pamphouette et sa poussière d'origine, qui ont servi à ces études. Alors, le groupe français d'études des argiles a aussi laissé une trace dans le matériel, l'équipement matériel du laboratoire. Ici, nous sommes dans le laboratoire de chimie qui est maintenant la salle des météorites de ce côté. Et va être installé ce qu'on appelle des appareils d'analyse thermique différentielle permettant d'estimer les températures de libération de capture de l'eau et l'analyse thermopondérale qui permet, elle, de quantifier ces pertes ou ces gains d'eau. Les spectrographes optiques, on commence beaucoup à s'intéresser à la spectrographie, pas encore la spectroscopie. Alors, les années 1960-1970, c'est ce que j'appelle les années intermédiaires. Les sciences de la Terre sont en pleine révolution, hein, l'arrivée de la tectonique globale, la dérive des continents. Les sciences extraterrestres aussi, hein, l'époque on cherche à aller dans la Lune. Dans les années 60, l'arrivée des premiers échantillons lunaires. Et on constate, quand on regarde la littérature, un premier renouveau dans les études des météorites et surtout une augmentation. Alors, ces études de météorites, vont aboutir à des résultats très, très différents, très disparates. Alors, d'abord, une étude très classique menée par Elisabeth Jérémine, qui est à la fin de sa vie, ça va mourir deux ans après. Elle fait une étude sur la météorite de Chassigny, qui est une unité qui ressemble énormément aux unités terrestres, des roches essentiellement constituées d'olivine. On sait maintenant qu'elle est d'origine martienne, à l'époque, absolument rien de tout ça n'est connu. On est dans l'inconnu total. Et alors, Elisabeth Jérémine va étudier au microscope cette météorite, qui est tombée en 1815 en Haute-Marne, qui est un fleuron de la collection. Enfin, c'est le type du Chassigny. Et alors, elle va aboutir à des conclusions qui nous sidèrent un peu maintenant, sans le mot. Considérée comme une achondrite, les très petits condres naissants. En fait, et elle va ensuite nous dire, eh bien, il n'y a pas de nickel. En fait, ces fameux condres, ce sont des inclusions de magma piégé partiellement cristallisées dans l'olivine. Et quant au nickel, à l'époque, elle ne disposait que d'une analyse semi-quantitative faite au VRGM. Quand on réanalyse ces phases avec les matériaux, on en trouve plusieurs pourcents. Mais alors, le renouveau dans les météorites, eh bien, il ne va pas venir des pétrographes, il va venir de quelqu'un d'autre. Il va être, bien évidemment, Paul Pélas. Paul Pélas qui a un parcours assez complexe, puisque c'est un ancien ingénieur du CEA. Jean Orcel l'a connu au CEA, puisqu'il a été très influent au CEA. Et Jean Orcel va récupérer Paul Pélas, qui est lui aussi de tendance plutôt communiste, et donc à qui on va dire au CEA de plutôt aller voir ailleurs, au moment de la chasse aux sorcières des années 50. Et Paul Pélas va être recruté attaché de recherche au CNRS dans ce laboratoire par Jean Orcel. Beaucoup de gens dans cette salle l'ont connu, l'ont connu son bureau, assez encombré. Je ne sais pas si c'est une marque de fabrique des météorites, mais enfin. Donc, Paul Pélas, ancien ingénieur du CEA, atomiste, savant atomiste, donc il va commencer à travailler lui sur la destruction des réseaux cristallins par les irradiations liées aux atomes lourds de thorium et d'uranium. À un moment, on va passer non plus à la destruction des réseaux, mais aux traces laissées par la fission de ces atomes lourds, qu'on appelle les traces de fission. Et ça va être le départ des travaux extrêmement fondateurs dans la discipline, qui va mener qui va être mené par ses successeurs et transposé ensuite aux roches terrestres. Mais dans la salle, il y a quelqu'un qui pourra nous parler un peu plus si besoin.
Grande découverte des années 70, François Prost qui identifie la nature exacte des cratères d'impact de Rochechouart. À l'époque, il y a un grand débat volcanique, pas volcanique. Il montre que ce sont des brèches, qu'à l'intérieur, il y a des brèches d'impact, des déformations cristallines qui sont liées à des chocs à haute pression, et que tout ça, eh bien, c'est le signe d'un choc avec une météorite de grand diamètre, il y a à peu près 200 millions d'années. Là, je n'ai pas le but de déterminer. Et déjà à l'époque, le grand public est très intéressé. Vous avez ici une copie du populaire de l'Ouest qui nous parle de la comparaison entre ces brèches de Rochechouart et les brèches lunaires qui viennent juste d'être amenées par les missions Apollo. Une autre figure des années 60-70, c'est Fernand Conquéré, que j'ai bien connu, c'est mon patron de thèse au départ. Et lui, il va bien montrer l'importance des minéraux opaques, non plus en tant que minerais, mais en tant que minéraux des roches, c'est-à-dire des indicateurs pétrogénétiques, avec des publications qui ont fait date, contribution à minéralogie et pétrologie. Et il va faire un certain nombre de plusieurs centaines de sections dans les roches de la collection pour étudier justement ces minéraux. Pour finir avec l'époque Orsel, en 1965, on a un annuaire qui est publié. Alors, cet annuaire, qu'est-ce qu'il nous montre? Toujours un professeur, 2 sous-directeurs, donc 2 professeurs de seconde classe, 3 assistants. Donc déjà, le laboratoire est passé à 6 permanents en termes de mesure. Le personnel technique, il y a 2 ingénieurs pour la diffusion des rayons X. À l'époque, le laboratoire accueille énormément de chercheurs CNRS et de collaborateurs techniques, mais ce n'est pas un contrat d'association, c'est des affectations individuelles. Il est toujours attaché à l'école pratique des hautes études. Il y a toujours le laboratoire d'analyse des roches et minéraux. Et alors, il accueille une liste impressionnante de travailleurs libres, dans lequel on va retrouver un certain nombre de noms qui ont marqué ensuite. Nous avons Jean-Jacques Chauvel pour les minerais de fer de l'Ouest, on a Paul Schubert pour le Gabon, on a Jacques Geffroy pour la minéralogie et la métallurgie d'uranium, Stéphane Hénin, un des chefs de file de l'INRA, Jacques Panprof pour les roches des Mongols, donc un foisonnement de jeunes en tant que travailleurs libres. Consécration de toute une carrière, de toute une œuvre. Lancel est élu à l'Académie des sciences en 1963 dans le fauteuil de Charles Jacob. Alors, on le voit dans son bureau, il a des cheminées encore. Et derrière, le buste de Daubenton que j'ai vu affublé d'un chapeau et d'un masque anti-Covid. Et alors, à cette époque, Lancel fait beaucoup dans l'histoire des sciences, la philosophie des sciences. Et à l'époque, on n'a pas peur de publier en affichant aussi des références politiques. Donc, j'en arrive à ma dernière partie, qui est Jacques Fabriès. Alors là, on arrive à des personnes beaucoup plus connues, puisqu'un certain nombre de nous largement fréquentés. Jacques Fabriès, il arrive en 1969, après une année qui est l'année 68, qui a été marquée au laboratoire par le fait que le laboratoire n'avait plus de directeur. Donc, il était placé en gérance sous la responsabilité du laboratoire de géologie. Et le poste de professeur était tenu par Robert Laffite. Alors, Jacques Fabriès n'est pas un inconnu quand il arrive ici, c'est quand même un des co-auteurs du livre qu'on appelait Le Petit Roubaud, qui en fait a été fait par 3 assistants, dont Jacques Fabriès. Mais lui, c'est un ingénieur ENSG, donc de Nancy, major de promo 1954. Et il a fait toute sa carrière à l'université avant d'arriver au muséum. En particulier, il a été assistant de Marcel Roubaud à Nancy, c'est un ancien formation. Et ensuite, il est parti en Algérie comme professeur, alors que l'Algérie était devenue indépendante. Donc, son expérience universitaire va faire qu'il va favoriser le rapprochement avec les universités, en particulier en termes de formation de doctorat et aussi en termes de cours. Rapidement, il va enseigner en particulier un particelle. Et pour les gens du muséum, était assez impossible jusqu'à Alors, du point de vue scientifique, ça va être un retour aux roches profondes parce que c'est un pétrographe minéralogiste.
spécialiste des roches métamorphiques de haut degré. Et il va, avec Fernand Conquéré, décider de réétudier, on va revenir à la tradition là, je crois, c'est-à-dire les roches du manteau terrestre qu'on appelle les lertonies, avec quelques succès de librairie, en particulier son géothermomètre Olivier Spinel, qui est connu de la planète entière. 1980, c'est la rénovation et transformation du bâtiment. Et ce bâtiment était donc dans son état initial depuis 1993. Et en 1980, grâce à Jacques Fabriès, il va y avoir un grand chantier de rénovation et de transformation du bâtiment, en particulier de suppression des grandes salles de collection. Au premier, c'est la salle qui est ici. Et ces collections vont en partie migrer au troisième étage, dont on va récupérer le grenier, pour faire des bureaux. Et c'est le laboratoire que vous connaissez actuellement, il n'a pas changé depuis. En plus, il y a un grand déménagement, le laboratoire va récupérer pratiquement tout le bâtiment, sauf cette annexe-là, qui est donnée à la parasitologie. Donc, à une coexistence avec des organismes pas toujours sympathiques. En 1980, eh bien, c'est le premier gros équipement qui arrive au laboratoire, c'est une microsonde électronique. Alors, il arrive en 1980, mais le projet a duré 13 ans. Le temps de trouver l'argent, et en plus, ce n'est pas un projet tout à fait nouveau, parce qu'il est monté, alors c'est encore une combine muséum, il est monté sur un meuble qui date de 1973, et la partie électronique, les prospectros et la partie informatique qui ont été achetés en 1980. C'est en paléontologie, on n'a pas la place de l'accueillir ici. Ici, les deux techniciens, bien pour ceux qui l'ont connu, Oscar Sonsini et Jean Baronon, malheureusement tous les deux disparus. Et évidemment, ça pose des problèmes de fonctionnement parce que c'est partagé avec la paléontologie. Donc, j'ai retrouvé des dizaines de pages de récrimination de part et d'autre, comme quoi l'instrument est réservé mais pas disponible. Alors, on a aussi un annuaire en 1980. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent en 1980 par rapport à ce que je vous ai montré? Eh bien, il y a à cette époque un laboratoire associé au CNRS. Jusqu'à dans les années 70, c'était des affectations individuelles du personnel CNRS. À partir de 1972, les gens qui sont affectés le sont dans des contrats d'association. Ils ne sont pas des contrats d'établissement, mais des contrats de laboratoire. D'où le terme laboratoire associé. Et il s'appelle comment? Minéralogie des roches profondes et des météorites. Alors, vous reconnaissez pour certains un certain nombre de noms. Nous, les étudiants, on a droit au statut de travailleur libre, c'est mieux qu'élève. Et qu'on peut remarquer aussi, eh bien, il y a un rapport entre personnel technique et chercheurs tout à fait favorable par rapport à ce qu'on peut donner. Simplement, beaucoup des métiers et techniques ont disparu, photographes, dessinateurs, dactylos et ainsi de suite, n'ont plus de raison d'être. Alors, l'évolution des thématiques va avoir un certain nombre d'effets sur les collections. Tant de collections qui vont tomber, je dirais, en semi-sommeil, les collections mythologiques, la pétrographie systématique est moins à l'honneur que dans les années là, les gisements de la métallogénie, la collection pétrographique P, la collection des élèves. Par contre, deux autres vont être mises en exergue, évidemment. La collection de minéralogie, qui a un service d'agagerie créé en 68, celui d'abord par Daniel Fauquier et ensuite Henri-Jean Chumel, que d'entre nous avons connu. Et la collection de météorites, François Proust, Paul Bélas. Et là, j'arrive pratiquement à l'histoire actuelle. Non, ça ne marche plus. Et là. Ah, voilà. Alors, mon dernier transparent, ça sera un transparent, je dirais, intermédiaire. Il est intitulé Vers la départementalisation, 1990-2000. Pourquoi? Parce que alors, le projet de départementalisation au muséum, il date des années 60. Dans les années 60, il y a une commission qui est mise en place pour changer les statuts, passer d'une assemblée de chaires et d'une assemblée de professeurs à des départements et une direction collégiale. Et donc, ça va mijoter pendant plusieurs décennies avant d'aboutir.
Mais il y a un certain nombre d'événements qui vont se produire. Bon, d'abord, c'est des années où on va renforcer énormément certaines thématiques. Les minéraux, la minéralogie, les pommes, ça va de soi, métamorphose terrestre, minéralogie des fonderies. On va avoir une diversification des thématiques vers la géochimie, la cosmochimie. Et donc, on va avoir un laboratoire qui va vraiment s'étendre du point de vue thématique. Mais il y a un certain nombre d'autres phénomènes, choses qui sont à souligner. Mais en 1990, il y aura 286 fermes. Et du coup, le laboratoire se trouve confronté à un choix entre deux rattachements CNRS, soit une URA donc, de l'université, soit l'IAS Orsay, et bien évidemment, certains partiront à l'IAS pour les météorites et d'autres resteront dans l'URA de pétrologie. En 1990, Jacques Fabriès est nommé directeur du muséum. Et on va lui donner une tâche largement surhumaine. C'est lui qui va être chargé de finir le profane. Pour finir, je dirais, de mener à bien la rénovation de la galerie de zoologie, la transformer en galerie d'évolution. Donc, il va consacrer son mandat à cette action. En 1992, les chaires du MNHN sont supprimées. Donc, les fonctions de professeur ne sont plus attachées à une chaire. Ce qui veut dire qu'on peut recruter des professeurs sans chaire. En 92, on a les premiers contrats qu'on appelle les CEPOM, contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, donc qui sont alors là des contrats d'établissement à établissement, qui vont devenir des usines à gaz et dans lesquelles il va être des fois difficile de faire rentrer certaines missions. Et puis en 2000, on a un comité d'évaluation qui arrive, qui est dirigé par M. Guy Ouisson. Après que d'ailleurs on ait eu un administrateur provisoire, un certain Morello, et ce comité va aboutir à la création des départements. Bon, au 1er janvier 2002. C'est là que s'arrête mon histoire. Mais si vous me permettez encore une minute, bon, non, simplement, je voudrais mentionner une autre activité dont je n'ai pas eu le temps de parler, qui est liée aussi au laboratoire, ce sont les expositions. Et en particulier, les dernières années du laboratoire de minéralogie ont été marquées par trois grands succès, trois grandes expositions qui ont eu un renom national, voire international. Alors d'abord, cristaux géants, inauguré en 1983, donc une collection de cristaux géants récupérée, fait acheter par le muséum, par Henri-Jean Chunel. Et cette collection existe encore en partie dans le Trésor de la Terre, vous pouvez toujours la voir. Et ça va être un succès, 1 million de visiteurs en 1 an et demi. Et il va permettre, en 1987, de retransformer l'ancienne bibliothèque attenante à la galerie de biologie et de minéralogie et de la transformer en espace d'exposition et de faire creuser le prix. Et l'inauguration, c'est François Mitterrand qui vient en personne. Vous avez ici Jacques Fabriès, Philippe Laquelle, le directeur de l'époque. Et alors, deux autres expositions qui ont été aussi des succès, organisées par le laboratoire de minéralogie, la météorite. Deuxième du nom, puisqu'il y avait eu déjà en 68 par Jean Orsel, météorite messagère du cosmos. Donc là, une expo météorite qui a lieu alors dans la galerie de l'évolution, dans une des pièces de la galerie de l'évolution. Et puis, alors pour finir, l'exposition diamant, dont on a été un certain nombre à bien être impliqués. L'exposition diamant, donc en 2001, 400 000 visiteurs en 5 mois, des pièces, comment 3 mois et demi, vous voyez, j'étais là. En 3 mois et demi, le dernier soir, 3 000 visiteurs qui n'ont pas pu rentrer, qui faisaient la queue. Des pièces fabuleuses venant du monde entier. Et donc, ça a été, je dirais, un peu un point d'apothéose du laboratoire. Alors, je voudrais simplement conclure que j'espère que vous êtes convaincus que ça a été un endroit riche d'histoire, un endroit prestigieux, qui continue à l'être et qui sera encore bien désolé, j'espère, et qui surtout a gardé une unité de lieu ici depuis 130 ans. Alors, je précise que ce sont des bâtiments provisoires, mais pour des bâtiments provisoires, ils ont montré qu'ils pouvaient supporter des problèmes. Voilà, je vous remercie.